Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Roquelaure, porte-parole chez Empruntis, mais aussi directrice de la communication et des études. Bonjour Cécile Roquelaure. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du premier observatoire Se Loger et Empruntis l'a lancé. Alors Empruntis, je rappelle que vous accompagnez en fait et conseillez les particuliers et les professionnels dans la recherche de financement de leurs projets. Et Se Loger est le groupe leader spécialiste des portails immobiliers en France. Alors vous avez donc lancé le premier observatoire de la primo-accession. Tout à fait. C'était un élément clé de regarder comment se passait la primo-accession en France, surtout en ce moment. D'accord. Alors, c'est un premier opus et il est dédié aux millénials. Alors, premier, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Oui, tout à fait. On va refaire cet exercice avec Se Loger une fois par trimestre pour regarder différents types de populations et leur comportement quand il s'agit d'acheter pour la première fois. D'accord. Donc, vous commencez par les millénials. On appelle millénials la génération Y. C'est les personnes nées entre 1980 et les années 2000. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est la première génération digitale native. C'est celle qui est née avec l'ordinateur, Internet et les jeux vidéo. Et du coup, c'est plutôt une génération qui est la culture de l'immédiateté. On entend parfois dire qu'ils sont moins intéressés par l'immobilier. Et donc, on s'est intéressé à leur comportement justement vis-à-vis de l'immobilier. Et alors, combien représentent-ils en fait ces primo-millénials en chiffres ? Alors, cette année, en ce début d'année, il représente un acheteur primo-accédant sur deux. C'est énorme et c'est une forte évolution par rapport à l'année dernière. Alors, 2020 était une année un peu atypique en raison de la crise. Beaucoup de projets ont été arrêtés. D'ailleurs, les leurs aussi ont été souvent retardés ou reportés à cause des confinements et de la crise sanitaire. Mais en ce début d'année, c'est une très bonne nouvelle. Il représente un primo-accédant sur deux. D'accord. Alors, on va parler au niveau pratique. Comment fonctionne en fait cet observatoire ? Sur quoi vous vous basez concrètement ? Alors, on se base sur deux éléments clés. Le premier est issu de l'étude Se Loger Opinionway, qui interroge les futurs acquéreurs sur leurs projets. Et puis, la deuxième partie est issue des données extraites des dossiers confiés à Empruntis, qui concernent des dossiers qui sont finançables, donc qu'une banque au moins peut accompagner, et pour des acquéreurs qui ont déjà signé une promesse de vente, donc autant dire des dossiers qui iront jusqu'au bout et qui aboutiront. D'accord, ok. Donc et ça s'est passé sur combien de temps en fait c'est cet observatoire en fait, sur plusieurs mois j'imagine, ou sur toute l'année ? Oui, tout à fait. On a regardé toute l'année 2020. On a même regardé 2019 pour voir comment évoluaient les primo-accédants millénials. Et puis on a fait un focus sur le début de l'année 2021 pour voir si ce début d'année leur était plus favorable et qu'est-ce qui changeait dans leur comportement. Ça c'est pour la partie réalisation. Puis pour la partie perception, on est sur l'étude Se Loger Opinionway de novembre 2020. D'accord, donc un point de comparaison avec 2019 et une évolution pour 2021. 2020 et 2021, tout à fait. Alors justement, retour sur cette année 2020, ça a été compliqué pour tout le monde, pour les millénials aussi. Alors comment ça s'est passé pour eux ? Quelles sont vos conclusions pour cette année ? Alors, côté perception, 2020 les a beaucoup perturbés. 63% avaient un projet qui était né avant le premier confinement, mais dans de nombreux cas, ils ont été obligés de le retarder, voire de le reporter à ce début d'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi beaucoup plus nombreux en janvier et février 2021. Et puis 2020 a suscité surtout beaucoup de questions chez eux sur la suite de leur projet. Oui, vous disiez tout à l'heure, un projet sur deux a été retardé à cause des démarches en fait plus difficiles en 2020. Alors, il représente un projet sur deux, tout à fait, en 2021. Sur l'année 2020, effectivement, ils ont été nombreux à être retardés. 1 sur 2 et 1 sur 5 ont été reportés à 2021, tout à fait. D'accord. Alors, vous avez aussi étudié donc leur anticipation par rapport à l'évolution des prix, leur anticipation aussi par rapport à l'évolution de l'offre. Et là, c'est assez partagé, je crois.
Oui, vous avez raison, Bérénice. En fait, c'est pas une génération qui est très homogène, mais on le sait sur plein d'autres comportements. Ils sont très partagés tant concernant l'évolution des prix. 40% pensent que les prix vont augmenter, 37% qu'ils vont baisser. Et de la même façon sur les taux, ils sont également, sur le financement en général, ils sont également partagés. Si 61% d'entre eux estiment que les taux devraient remonter, voire même très vite, 39% se disent inquiets quant à l'acquisition du financement. Donc on est vraiment sur une population qui vit de façon très variée l'acquisition immobilière et l'achat de leur premier logement. Mais d'un point de vue général, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus inquiets que les autres acquéreurs ? Alors effectivement, leur perception est partagée. S'ils sont plus pessimistes quant à l'évolution de la situation économique en France, 7 sur 10 imaginent qu'elle va se dégrader. Ils sont légèrement plus confiants que les autres quant à leur propre situation, à leur situation personnelle. Du coup, 1 sur 4 se dit plutôt confiant quant à l'évolution de son pouvoir d'achat et il pense qu'il va s'améliorer dans les mois à venir. D'accord. Alors justement, on va parler des déclencheurs. Qu'est-ce qui pousse un millénial à devenir primo-accédant ? Alors, ce qui les pousse à enclencher leur premier achat, c'est souvent lié à des histoires de finances. Dans un cas sur 4, c'est l'évolution de leur situation financière qui aura déclenché le projet de premier achat. Un nouveau job, par exemple ? Alors un nouveau job ou un job où on est enfin en CDI, fini la période d'essai, puisque c'est des éléments clés aussi pour pouvoir décrocher un financement, ou une évolution des revenus. Si vous avez vos revenus qui augmentent et que vous avez pris une belle augmentation, ça peut aussi faciliter le passage à l'acte. Tout à fait. Et puis le deuxième élément financier, c'est la volonté de faire un placement. Donc dans un cas sur 4, c'est ce choix-là, c'est ce déclencheur-là qui lance le projet. Il faut dire que l'immobilier reste un placement de choix dans l'esprit des Français. Oui, la pierre reste un placement de choix, en effet. Incontournable, ouais, tout à fait. Alors, ils sont attirés par quel type de biens, ces millénials ? Plutôt anciens, plutôt neufs ? Alors, parfois la perception est un peu différente de la réalité, mais si on regarde la perception, l'envie, leur projet, la façon dont ils l'imaginaient et ils le rêvaient, ils étaient 59% à être en recherche d'un bien dans l'ancien. Et puis en fait, concrètement, finalement, ils seront 75% à acheter dans l'ancien. Alors, on est aussi dans un moment un peu charnière pour l'immobilier neuf, où vous avez moins de construction, moins de biens disponibles, oui. Mais on voit que en fait, entre la perception, entre ce qu'ils rêvent et ce qu'ils réalisent, il y a parfois un écart. Et le type de bien est effectivement un des éléments qu'on peut regarder avec attention. D'accord. Et alors, comment ça se passe après au niveau de leur prêt ? Est-ce qu'un apport est absolument nécessaire pour un millénial ? Est-ce que les banques accordent des prêts sans apport ? C'est une très bonne question. On entend beaucoup dire qu'aujourd'hui, emprunter sans apport, c'est impossible. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 1 an, voire 2 ans, où on pouvait arriver jusqu'à 20% des primo-accédants qui arrivaient à réaliser leur premier achat sans apport, quelle que soit la catégorie, millénial ou pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, mais il y a une catégorie de population qui accède plus facilement au financement sans apport, ce sont les millénials. Ils sont quasiment 1 sur 10 à avoir pu boucler leur projet sans apport et la raison en est simple en fait, c'est que on a une tolérance plus forte pour des jeunes qui se lancent quant à la capacité à faire de l'épargne. Vous parliez tout à l'heure de la situation professionnelle qui avait évolué, qui pouvait être le déclencheur. Forcément, si c'est votre premier ou votre deuxième job, si vous avez une trentaine d'années et que ça fait pas très très longtemps que vous bossez, en fait vous avez eu moins de temps pour mettre de l'épargne de côté et du coup les banquiers prennent en considération ça. Ils regardent aussi le fait que les millénials ont des perspectives d'évolution professionnelle, ils sont en début de carrière et du coup tout ça fait que eux bénéficient d'un traitement un peu de faveur quant à l'apport et donc arrivent à réaliser plus facilement que les autres un projet sans apport. Et est-ce que les banques regardent quand même les dépenses ? Est-ce qu'ils regardent les relevés de compte par exemple ?
Vous avez tout à fait raison, Bérénice. Oui, les banques regardent les relevés de compte. D'ailleurs, elles vous demanderont les 3 derniers pour pouvoir étudier votre dossier de financement. Et clairement, avoir une bonne gestion de ces comptes, c'est essentiel. Alors, si vous êtes dans le rouge tous les mois, sachez que ça va vous poser un vrai problème pour accéder au financement, voire ça vous empêchera d'y accéder, tout simplement. Et il va falloir être un bon gestionnaire et rassurer le banquier sur le fait que vous êtes en capacité de bien gérer vos comptes, de pas être dans le rouge tous les mois, de mettre un peu d'argent de côté si possible, même si vous pouvez pas le mettre dans l'apport, puisque le banquier, ce qu'il va regarder, c'est votre capacité à rembourser votre échéance de crédit tous les mois. Et si vos finances sont trop serrées ou si vous êtes trop dépensier, ça va l'inquiéter et du coup, il pourrait ne pas vous suivre. Donc en fait, le conseil que vous donneriez à certains qui veulent devenir primo-acquéreurs, donc c'est de faire attention à ne pas être dans le rouge les quelques mois avant la demande. Et puis, est-ce qu'il faut faire attention à certaines dépenses? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent les banques? Je sais pas, certains jeux ou je sais pas certaines. Oui. Vous avez totalement raison, Bérénice. En fait, il y a des types de consommation qui laissent à penser que on peut être dépensier ou avoir les poches percées. Et typiquement, les jeux d'argent font partie des choses qui peuvent faire dresser l'oreille ou attirer l'œil du banquier. Donc, on fait attention à ces dépenses. Et puis, de toute façon, globalement, pour avoir des conditions de taux qui soient les meilleures possibles, il faut montrer le meilleur profil à la banque et plus vous allez être un bon gestionnaire, moins vous êtes dépensier, plus vous allez attirer le banquier et donc plus le taux sera bas. D'accord. Donc c'est crucial, vous avez raison de bien regarder les dépenses qu'on fait et d'être vigilant à sa gestion les mois qui précèdent l'acquisition. En fait, c'est une question de confiance, tout simplement. Oui, de la part en fait, le banquier est vraiment, il se dit, est-ce que demain, la personne à qui je prête va être en capacité de rembourser mon crédit et aura suffisamment de marge budgétaire pour les petits aléas du quotidien. Alors, quand vous devenez propriétaire, il y a évidemment des taxes supplémentaires, comme la taxe foncière, mais vous allez aussi avoir peut-être des frais de copropriété, une chaudière qui peut tomber en panne, et tout ça, ça nécessite d'avoir un peu de marge de manœuvre budgétaire. Donc, si votre budget est trop serré, le banquier aura tendance à se dire qu'au moindre couac, vous allez être en difficulté et ça, c'est pas bon pour le remboursement de votre mensualité de crédit. D'accord. Mais du coup, alors, ce manque d'apport au début, ce manque d'épargne, il va être compensé par quelque chose. Les banques vont forcément le compenser. Alors, les banques vont regarder effectivement. Alors, la gestion, vous en parliez, c'est un élément clé. Si j'ai pas d'apport, mais que je suis bon gestionnaire et que je fais attention à mes finances, ça va le rassurer. La banque va aussi regarder quelque chose qu'on appelle le saut de charge. Si vous n'avez pas d'épargne, c'est-à-dire la cohérence entre vos frais de logement aujourd'hui et vos frais de logement demain. Si vous avez un loyer qui vaut 100 et que vous voulez emprunter avec une mensualité de 130, même si votre taux d'endettement est bon, la banque va se dire, en fait, c'est 30 de différence. Comment l'emprunteur va aller les chercher puisqu'il n'épargne pas et qu'il peut pas mettre 30 de côté. Donc, le point de vigilance à avoir, c'est de faire un projet qui soit cohérent avec votre loyer actuel. Et donc, si mon loyer se sent et que je suis pas du tout capable de mettre de l'épargne de côté et que j'ai pas de marge de manœuvre, il faudra que ma mensualité de crédit elle soit plutôt aux alentours de 100. Donc, avoir un projet raisonnable d'acquisition et pas essayer de passer du studio aux 4 pièces, ça sera plus compliqué. Oui, j'imagine. Et du coup, en moyenne, les prix des biens qui attirent les millénials s'élève à combien? Alors, en moyenne, sur ce début d'année, ils achètent un bien qui vaut 255 000 euros. D'accord. Et ils achètent plutôt, une maison en ce début d'année. On voit que les rêves de verdure, de grands espaces ou au moins de jardin de 2020 persistent en ce début d'année. D'accord. Et alors, quand ils achètent, c'est la plupart du temps en couple? Alors oui, effectivement, c'est plutôt un projet, ça reste un projet plutôt de couple, même si petit à petit ça se démocratise. On voit de plus en plus de millénials acheter solo depuis des années. Mais là, cette année aura été particulièrement faste pour les couples. On est aujourd'hui à 62% des primo-accédants millénials qui achètent en couple. Alors c'est aussi lié à la situation économique, à ne pas en douter. Acheter à deux, ça facilite l'acquisition parce que comme ce sont les revenus qui sont pris en compte par la banque pour vous prêter, si vous êtes à deux, vous avez plus de revenus et donc vous pouvez emprunter plus. Et le revenu moyen d'un couple est de combien ?
Alors aujourd'hui, il est de 4 699 € quasiment. Donc ça, c'est un revenu, un niveau de revenu moyen qui peut paraître élevé, mais ça reste une moyenne. Évidemment, selon l'endroit où on va regarder, on va avoir des écarts qui pourront être importants. La règle à connaître pour acheter, c'est de se dire que vous allez pouvoir emprunter à hauteur de 35% de vos revenus mensuels. Donc ça vous permet de voir à peu près à quel niveau vous allez pouvoir commencer à rêver d'acquisition. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Rockler, pour nous avoir éclairé donc sur ce premier observatoire Se Loger et Empruntis. Est-ce qu'on a le thème déjà du deuxième ou c'est secret encore? Non, pas encore. On va regarder comment l'actualité modifie le comportement des primo-accédants sur ce premier semestre et on fera le choix qui nous permettra de vous proposer une population qui sera certainement atypique ou qui aura un comportement un peu différent en début d'année. Génial. Eh ben, on a hâte de savoir en tout cas. Merci beaucoup. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.